Quand on parle d'intelligence artificielle, tout le monde pense aux entreprises comme Microsoft, AMD, Broadcom, Nvidia, Amazon, etc. Mais absolument personne ne pense ni de près ni de loin à l'entreprise que je vais te présenter dans cette vidéo. La même entreprise que tout le monde croyait morte après l'échec de ses téléphones, alors que pourtant Nvidia vient d'investir plus d'1 milliard de dollars dans cette boîte il y a quelques temps. Tout le monde la regarde encore comme une simple entreprise de télécom, alors qu'elle pourrait devenir l'une des plus grandes entreprises en lien avec l'infrastructure de l'intelligence artificielle, à tel point que j'en ai acheté pour 10 000 $ cette semaine. Et l'entreprise dont je vais te parler aujourd'hui, c'est Nokia. Et ouais, tu t'y attendais pas à celle-là. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Nokia a complètement raté le virage des smartphones, pourquoi Nvidia est en train d'investir sur eux, pourquoi ses revenus liés à l'intelligence artificielle explosent de plus en plus, et surtout pourquoi ça pourrait devenir l'un des acteurs majeurs et des plus grands gagnants de l'infrastructure IA dans les prochaines années. Avant de parler de son rôle dans l'intelligence artificielle, il faut surtout comprendre pourquoi c'était l'une des entreprises les plus détestées du marché aujourd'hui. Comme tu le sais sûrement, au début des années 2000, Nokia dominait littéralement le secteur mondial du téléphone portable. Et en 2007, Apple arrive avec son iPhone et c'est très probablement l'une des plus grosses erreurs stratégiques qu'on ait vues dans tout le secteur de la tech, je pense, dans l'histoire, puisque Nokia, au lieu de prendre le pas du smartphone, décide de rester sur son ancien modèle, ce qui a été la plus grosse erreur stratégique de l'entreprise. C'est comme si, à l'époque, tu voulais rester à cheval alors que moi je te proposais la voiture. On est un petit peu dans ce même calibre-là en termes d'évolution. Résultat de ça, perte énorme de parts de marché, destruction de la valeur et surtout, ils ont vendu leur division mobile pour Microsoft à hauteur de 7,2 milliards de dollars. Le marché n'a jamais oublié cette erreur stratégique et c'est précisément là que ça peut nous intéresser en tant qu'investisseurs. Parce qu'en réalité, Nokia, ils n'ont pas simplement loupé le truc des smartphones, ils ont surtout sous-estimé l'importance de l'écosystème autour des logiciels. Et oui, parce que faut bien comprendre que Apple, ils vendent pas simplement des téléphones, ils vendent aussi tout l'écosystème qu'il y a autour, notamment iOS, Apple Store, qui va permettre aux développeurs de pouvoir proposer des applications et être disponibles directement sur l'Apple Store et donc être proposés par Apple, ce qui leur apporte aussi énormément d'argent. Alors que Nokia, eux, ils sont restés sur leur ancien système, le Symbian, qui était beaucoup moins interactif, beaucoup plus difficile d'utilisation, beaucoup moins fluide et donc beaucoup moins interactif pour les développeurs qui voulaient développer des applications pour les téléphones. Donc au final, d'un côté, c'était pas si mauvais que ça, puisque Nokia, en se débarrassant de la partie téléphonique, ils se sont recentrés sur un actif que personne n'avait remarqué et dont personne ne se souciait, c'est son infrastructure réseau. Ils sont repartis à la base de ce qu'ils savaient faire vraiment. Maintenant qu'on a posé le contexte, on est quand même en droit de se poser la question, mais pourquoi Nvidia a investi dans une boîte dont plus personne n'en a quelque chose à foutre? Sauf qu'encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis dans mes vidéos, si Nvidia met des billes quelque part, c'est qu'il faut suivre parce qu'il y a de l'intérêt. Il s'avère que Nvidia a un problème. Tout le monde les connaît pour les GPU, pour les semi-conducteurs, etc. Mais personne ne sait ce qui les relie entre eux. Personne ne sait comment ça fonctionne et personne ne sait même que il faut que ces fameux GPU soient reliés entre eux par de la connectivité. Bah oui, parce que l'IA génère des quantités gigantesques de données, mais pour qu'elle fonctionne, il faut que ça soit échangé entre les data centers, les serveurs, les réseaux, les utilisateurs. Enfin, il faut que ça fonctionne sur tout l'écosystème dans son ensemble pour que ça fonctionne bien. Et plus l'IA progresse, et plus ça, malheureusement, ça devient critique. Donc, ok, Nvidia fournit la puissance de calcul et les GPU les plus puissants tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais Nokia, elle, construit l'autoroute pour les faire circuler, parce que s'il n'y a pas cette fameuse autoroute, tu peux générer la quantité de données que tu veux. S'il n'y a rien pour les faire transiter et les faire exécuter sur les différentes couches de l'IA, ça ne pourra jamais marcher. Et cette autoroute, c'est quoi? C'est de la fibre optique, c'est du transport de données, c'est de l'infrastructure télécom, donc tout ce qui permet à l'IA finalement de fonctionner à grande échelle. Et c'est précisément pour ça que Nvidia a pris une partie stratégique dans l'entreprise Nokia. Mais le mariage entre les deux ne s'arrête même pas jusque là, ça va même au-delà. Les deux entreprises travaillent notamment sur le projet qui s'appelle IA-RAN. Faut bien comprendre qu'une antenne télécom aujourd'hui, ça a deux utilisations principales. Ça transfère les appels et ça transporte de la donnée mobile, genre de la 5G. Mais ces mêmes infrastructures, elles pourraient demain accueillir de la puissance de calcul pour être au plus proche des utilisateurs. Et ça, c'est extrêmement important pour tout ce qui concerne l'IA physique, notamment les voitures autonomes, la robotique, les drones, les lunettes IA ou encore les systèmes militaires. Et oui, puisque toutes ces technologies-là doivent être capables de prendre leurs propres décisions en quelques millisecondes, alors que si elles doivent demander l'information à un data center qui se trouve à des centaines de bornes, le temps que l'information arrive, que ce soit traité et que ça revienne, ça prend du temps. Alors, c'est l'espace de quelques millisecondes, mais à l'échelle de l'IA, c'est très long. Donc le but, c'est que le calcul se rapproche le plus de l'utilisateur, que ce soit fait directement sur place, et ça, c'est ce qu'on appelle le edge computing. Nvidia, ils possèdent aujourd'hui les GPU les plus puissants, mais ils n'ont pas les millions d'antennes et toute l'expertise derrière qui va permettre de transférer toute cette puissance de calcul au plus proche de l'utilisateur, et c'est pour ça que Nokia est le partenaire stratégique et que ça rentre parfaitement dans ce qu'ils veulent intégrer. Donc le but, ça serait de transformer des centaines de milliers d'antennes télécom à travers le monde en mini data centers qui sont
capable d'acheminer les données et les appels comme on le fait maintenant, mais aussi de servir de mini data center pour exécuter directement des tâches au plus proche de l'utilisateur, ce qui serait complètement dingue. Il y a une opération stratégique aussi qu'a réalisé Nokia qui permet de comprendre aussi l'univers dans lequel elle va évoluer dans les prochaines années et la direction qu'elle est en train de prendre, c'est le rachat d'une boîte qui s'appelle Infinera. Eux, ils sont spécialisés dans les réseaux optiques et notamment la photonique. J'en ai parlé à nombreuses reprises sur cette chaîne. Plus l'IA augmente sa capacité de calcul, plus les GPU et les clusters deviennent énormes et plus forcément la quantité de données qui doit être échangée est très importante. Et aujourd'hui, ça se fait par des câbles en cuivre, mais ces câbles en cuivre-là ont une limite physique et à un certain niveau d'échange, la connectivité traditionnelle telle qu'on l'a aujourd'hui avec le cuivre ne suffit plus. Donc c'est pour ça qu'on est en train progressivement de changer les câbles en cuivre par de la fibre optique, donc par de la lumière exactement comme on a aujourd'hui avec Internet. Donc tu comprends bien que ça permet à l'IA d'aller beaucoup plus vite, de répondre à la demande future. Donc bien évidemment, c'est le futur de l'intelligence artificielle et ça va faire partie des prochains bottlenecks à suivre. Donc grâce à ce rachat, Nokia aujourd'hui dispose d'une maîtrise beaucoup plus importante de toute la chaîne de valeur de l'IA sur les composants photoniques et sur tout ce qui touche aussi au laser, les systèmes de transmission optique, les logiciels de pilotage de toutes les infrastructures, etc. Donc c'est clair que Nokia devient beaucoup plus verticalement intégré, ce qui leur permet de maîtriser toute la chaîne de production, de maîtriser leurs coûts, leurs marges et surtout d'être au plus proche de la technologie qu'ils sont en train d'implémenter et de développer et donc leur permettre de vendre directement leurs solutions aux plus gros hyperscalers de l'intelligence artificielle. Ça devient hyper intéressant et beaucoup plus sexy sur le papier que ce qui était l'entreprise avant. Pourquoi ? Parce que le client change, le produit change et surtout le marché adressable derrière, il change. Et là, on passe dans une toute autre dimension. Là, perso, tout le travail de recherche que je suis en train de te présenter, c'est typiquement ce que je regarde pour les entreprises que je mets dans mon portefeuille et surtout depuis le 1er janvier parce que je suis complètement en train de pivoter les entreprises qui composent mon portefeuille d'investissement. Pendant les 5 dernières années, je me suis beaucoup focus sur les entreprises qui étaient en lien avec les GPU. Donc, Nvidia, Broadcom, AMD, j'ai pu faire beaucoup de performances sur ces entreprises-là parce qu'elles faisaient partie de la première phase du cycle dans lequel on était. Mais là, depuis cette année, on est progressivement en train de rentrer dans la deuxième phase du cycle parce que le bottleneck aujourd'hui, c'est plus la puissance de calcul, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui produisent des puces à grande échelle. Mais ce qu'on va avoir besoin, c'est la puissance pour faire tourner tous ces GPU-là. Parce que je te garantis que tu peux avoir les meilleurs semi-conducteurs du monde. Si derrière, tu n'as pas les infrastructures, que tu n'as pas les serveurs, que tu n'as pas les réseaux, que tu n'as pas les solutions pour les faire tourner, ni l'énergie, bah tes GPU, tu peux les mettre à la poubelle parce que ça va te servir à rien du tout. Donc, je délaisse progressivement mes plus gros acteurs sur lesquels j'ai bien performé sur ces 3, 4, 5 dernières années pour arriver progressivement dans la deuxième phase du cycle et notamment m'exposer à des boîtes comme Nokia ou même encore Marvell ou Nebus sur lesquels j'ai extrêmement bien performé depuis le début de l'année. Et c'est exactement la réflexion que tu dois avoir et ce que tu dois faire si tu veux performer plus que ce que tu fais jusqu'à maintenant. Investir, c'est pas se contenter d'empiler les bonnes actions dans ton CTO. Si tu n'as jamais le bon timing, que tu sais pas repérer les cycles et que tu comprends pas le fonctionnement de l'IA, tout ce que tu vas faire, ça va servir à rien. Le but, c'est d'arriver au bon moment, comme ça tu vas garder les actifs dans ton portefeuille pendant peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, et après quand on changera de cycle, parce que tu peux avoir cette donnée-là quand on bascule dans un nouveau cycle, si tu apprends à identifier comment fonctionne l'intelligence artificielle, comment identifier les tendances, repérer les bons catalyseurs. On n'a jamais eu autant de ressources, d'outils, de connaissances pour faire de la performance. Si tu prends pas le pas sérieusement là maintenant, tu risques de passer à côté de la plus grande opportunité qu'on ait jamais connue sur l'histoire des marchés financiers. Et encore, je pèse mes mots. L'IA va créer énormément de richesses et va changer le monde pour toujours. On a la chance de pouvoir vivre et d'être au cœur de cette révolution. Putain, je sais pas si tu te rends compte. C'est la plus grande opportunité de toute notre génération de pouvoir gagner de l'argent, construire un vrai patrimoine et surtout sécuriser notre avenir. Bon, t'es pas censé savoir qu'en France, ça va être de plus en plus la merde pour le travail, pour la retraite ou même les conditions de vie de manière générale. Là, t'as littéralement le truc sous les yeux qui va te sauver ton avenir. Qu'est-ce que t'attends pour t'y mettre sérieusement? Donc si tu veux une bonne fois pour toutes apprendre comment fonctionne le cycle, comment construire un vrai portefeuille, comment s'exposer sur les bonnes thématiques qui captent la performance au bon endroit, au bon moment, avec le bon timing pour que tu saches aussi quand vendre pour garder une grande partie de tes gains et réallouer ton capital sur ce qui va capter la performance plus tard. Donc en gros, juste devenir un investisseur moderne en lien avec le marché et qui performe quoi qu'il arrive, je te laisse réserver ton appel avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Tu sais comment ça fonctionne, je t'apprends rien. Pour revenir à Nokia, le problème aujourd'hui, c'est que le marché ne comprend pas vraiment Nokia et la voit toujours comme une entreprise de télécommunications. Alors que les chiffres, eux, sont quand même en train de raconter une toute autre histoire. Tu sais que les chiffres, c'est pas ce que je kiffe le plus et que ce que je mets pas en avant le plus possible dans ma chaîne, mais là, pour le coup, c'est intéressant de s'y arrêter. Au premier trimestre 2026, ils ont sorti un bénéfice opérationnel de plus 54% par rapport à leurs derniers résultats, une vente IA et cloud plus 49% avec une accélération constante et plus d'1
milliard de dollars de commandes liées à l'IA et au cloud en un seul trimestre et c'est continuellement en train d'évoluer. Donc là, tu te rends compte qu'on n'est plus du tout sur des chiffres classiques de télécom, mais qu'on est plus en train de se rapprocher sur des chiffres en lien avec l'infrastructure IA. Et oui, parce que Nokia n'est plus en train de dépendre uniquement des dépenses des opérateurs classiques, mais elle commence à profiter directement des investissements massifs que vont faire les hyperscalers pour développer l'IA, et eux, leur but, ça va être de connecter tous les clusters IA, tous les GPU, et de prendre parti dans la construction des nouveaux data centers. Et l'autre marché encore très peu compris et assez sous-estimé de Nokia, c'est celui de la défense. Tout ce qui est drone, système autonome, base militaire, surveillance. Et oui, parce que l'armée, ils ont besoin d'un réseau qui est extrêmement sécurisé, qui est capable de fonctionner dans des environnements ultra hostiles, et surtout de fonctionner avec très peu de latence. Et Nokia commence justement à intégrer cette nouvelle technologie dans ces nouvelles infrastructures pour notamment bosser avec des clients comme Anduril, qui est littéralement le futur de l'industrie militaire et de la défense de manière générale. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire que Nokia est un pari sans risque. Encore une fois, il y a toujours du bon et du moins bon. Nokia dépend encore en grande partie des opérateurs télécoms traditionnels, voilà, le temps que la bascule avec l'IA se fasse. L'intégration d'Infinera, donc l'entreprise qui viennent de racheter, doit réussir parce que forcément, c'est beaucoup plus facile d'acheter une entreprise, mais derrière, réussir à leur faire intégrer leurs propres équipements, les produits, les clients, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut bien que le mariage entre les deux entreprises réussisse à se faire du mieux possible. Et surtout, il y a de la concurrence. Il y a des boîtes comme Ericsson aujourd'hui qui sont positionnées dans le secteur des télécoms. Et derrière, sur toute la partie infrastructure IA, il y a des gros acteurs comme Cisco, Arista, Ciena, qui eux aussi produisent de l'équipement réseau pour les data centers. Donc c'est clair qu'il faut qu'ils arrivent aussi à tirer leur épingle du jeu. Mais ce qui rend aussi l'entreprise différente des pure players IA, c'est que déjà, ils ont une activité historique qui est existante. C'est pas une boîte qui a simplement 5 ou 10 ans. Ils ont des clients, ils ont des infrastructures, ils ont des brevets, ils ont déjà beaucoup de choses que n'ont pas forcément encore leurs concurrents. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on ne mise pas sur une promesse, sur un truc qui arrivera dans 10 ans. On mise sur une entreprise qui est déjà installée et qui est en train progressivement de se réorienter vers un marché qui est beaucoup plus porteur que dans lequel il était en train de progresser jusqu'à maintenant. Donc l'entreprise n'a clairement plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a encore quelques années. Nokia parie vraiment sur les réseaux capables de transporter les données, sur les antennes capables de rapprocher les calculs des utilisateurs comme on l'a vu tout à l'heure, et surtout les infrastructures qui permettra à l'IA d'interagir avec le monde réel. Donc moi j'ai vraiment une vraie conviction sur cette entreprise-là, c'est que la prochaine étape de l'IA ne se jouera pas simplement sur les data centers, je le redis mais c'est parce que c'est extrêmement important, elle se jouera sur tout le reste qui va permettre de faire fonctionner l'IA au sein de l'écosystème mondial en fait dans lequel nous on se trouve, et c'est ça qui leur permettra de gagner encore plus d'argent et qui fera que Nokia peut être l'une des grandes gagnantes, l'une des entreprises qui gagnera le plus dans les 5 à 10 prochaines années. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur ces Nokia, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker et à poser tes questions en commentaire, je réponds absolument à tout le monde et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.